Actuellement, vous êtes en train de regarder une montagne russe américaine. Elle s'appelle Millennium Force. Si on met autant de temps à atteindre son sommet, c'est parce qu'elle est haute. Elle est très haute. Vous vous souvenez de votre première montagne russe? Moi, ma première, c'était Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. J'avais genre 9 ans. Tout de suite, j'ai adoré les sensations. Et surtout l'univers du mythique train de la mine de Disney. Si maintenant j'aime autant les coasters, c'est en grande partie grâce à cette attraction. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est une super machine avec une des plus belles thématisations que j'ai jamais vues. D'ailleurs, c'est tout bête, mais si elle est en plein milieu d'un lac, c'est parce que les mecs de chez Disney ont pété un câble et qu'ils ont relié l'île à la gare avec un tunnel qui passe sous l'eau. Mais voilà, BTM c'est super, mais ça reste un coaster très familial. Maintenant, le petit Cédric, il a grandi. Il a eu un peu peur sur Rock'n'Roller Coaster. Et du haut de ses 14 ans, il fait le malin dans le bus qu'il conduit en Allemagne, plus précisément à Europa Park. Je m'étais pas vraiment renseigné sur le parc avant de le visiter, et je me rappelle très bien que quand le bus s'est arrêté sur le parking, et qu'en sortant, je suis tombé sur ce truc. Silver Star, c'est une montagne russe sans looping, sans système de propulsion ultra rapide, sans thématisation. C'est juste une grande montagne russe. Tellement grande que la famille Mack, qui sont les propriétaires d'Europa Park, l'ont posée sur le parking à l'extérieur du parc. Silver Star a une caractéristique que le petit garçon qui vient de sortir du bus remarque assez rapidement. Elle est haute. Elle est vraiment haute. 73 mètres à sa construction, la montagne russe la plus haute d'Europe. Alors oui, les meilleures montagnes russes ne sont pas forcément les plus hautes. D'ailleurs, sur les 10 meilleurs coasters du monde recensés sur le site Captain Coaster, la moyenne est d'environ 50 mètres. Mais n'empêche que la taille, ça compte. C'est LE truc que tout le monde remarque en premier. C'est LA caractéristique qui va attirer le grand public. Et c'est aussi la raison pour laquelle la majorité des gens ont peur des coasters. Et faut dire que je les comprends. Devoir affronter le vertige, à bord d'un petit train, simplement retenu par les cuisses, j'avoue que la première fois, j'en menais pas large. Mais voilà, je me suis posé une question, jusqu'où on peut monter? C'est quoi la limite max à laquelle on peut faire un coaster? Déjà, il faut savoir que derrière chaque record se cachent de véritables exploits d'ingénierie pour assurer la sécurité, la fiabilité opérationnelle et le confort des visiteurs. Je vais pas vous faire toute l'histoire des montagnes russes, en tout cas pas aujourd'hui, mais il existe un vrai âge d'or à la course à qui aura la plus grosse. Ça commence en 1989 à Cedar Point aux États-Unis. Magnum XL200 est le premier coaster à dépasser les 60 mètres. Ensuite, les records s'enchaînent, 65 mètres en Angleterre avec Big One, puis 70 mètres avec Steel Phantom aux États-Unis, 79 mètres au Japon avec Fujiyama, puis retour à Cedar Point qui casse directement la barre des 90 mètres avec les 94 de Millennium Force, c'est le coaster qu'on a vu au début de la vidéo. Elle sera battue seulement 3 mois plus tard par Steel Dragon 2000 au Japon avec une hauteur de 97 mètres. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de construire des montagnes russes si hautes dans le pays le plus sismique du monde, mais bon, à l'heure actuelle, elle est toujours là, alors j'imagine que ça va. C'est Cedar Point qui a vraiment dû l'avoir mauvaise de se faire piquer le record en seulement 3 mois, puisque 3 ans plus tard, le parc explose à nouveau tous les records avec les 128 mètres de Top Thrill Dragster. Un record qui cette fois-ci tiendra presque 2 ans jusqu'à la construction du légendaire King Daka en 2005. Il atteint les 139 mètres de haut
et régnera sur le toit du monde pendant presque 20 ans. Malheureusement, en 2024, le parc a décidé de s'en débarrasser et l'a tout bonnement fait exploser. Et puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier 2026, c'est à nouveau Cedar Point qui tient le record avec Top Thrill 2, qui est simplement la nouvelle version de Top Thrill Dragster. Pour info, le coaster le plus haut d'Europe se trouve en Espagne avec les 112 mètres de Red Force, et en France, le record est à 51 mètres avec Toutatis. En tout cas, pendant 20 ans, personne n'a osé battre le record de King Daka. Personne jusqu'au jour où, en Arabie Saoudite, on a trouvé du pétrole. Et que dans une stratégie de diversification de ses revenus, le royaume a décidé d'utiliser l'or noir pour devenir une destination touristique mondiale. D'abord avec des aéroports, puis avec des villes ultra modernes, et enfin aujourd'hui avec des parcs d'attractions. L'Arabie Saoudite est un pays en constante compétition avec ses voisins, tout aussi riches. Ils sont habitués au projet XXL, alors forcément, quand il a fallu construire un coaster, Falcon Fly, c'est une construction complètement hors norme. 195 mètres de haut, 4 km de long, 250 km/h, le tout posé sur une falaise en plein milieu du désert. Non seulement ils vont prendre le record de hauteur, mais aussi celui de vitesse et celui du coaster le plus long du monde. D'ailleurs, il y a 2-3 informations assez marrantes sur Falcon Fly. Déjà, pour éviter de prendre trop d'air dans la tronche, ils ont ajouté un pare-brise à l'avant. Il y a un système de refroidissement pour les roues, sinon avec la chaleur emmagasinée, elles exploseraient. Et au sommet de la falaise, à 195 mètres de haut, le train fait une chute de 160 mètres avant de s'engager sur la plus haute bosse du monde. Et pour être bien sûr que le train puisse franchir cette bosse immense, ils ont ajouté des accélérateurs dans la descente. Il y a une vidéo assez marrante du bruit qu'il fait, je vous laisse écouter, c'est exceptionnel. Non mais cette montagne russe c'est vraiment un délire. Regardez, ça c'est mon parc sur Planet Coaster 2, ça c'est King Daka, et ça, ce truc là, c'est Falcon Fly. Et c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un concept art, ça ouvre vraiment le 31 décembre 2025. Alors maintenant qu'on sait qu'on peut construire une montagne russe de près de 200 mètres de haut, est-ce que c'est possible de faire vraiment plus haut? Falcon Fly arrive pratiquement aux 2/3 de notre tour Eiffel nationale. Est-ce que c'est pas possible de la dépasser, de faire 300-350 mètres de haut? J'adorerais vraiment voir ça en tout cas. Est-ce que j'aurais le courage de monter dedans? Je sais pas. Mais pour être honnête, ça arrivera probablement jamais. Et la raison, elle est très simple, construire un coaster de plus de 100 mètres de haut, c'est pas viable économiquement. Et c'est pour ça que King Daka a gardé son record pendant 20 ans. Il existe une hauteur, un plafond à laquelle, ça vaut plus le coup. Et en 2005, quand King Daka a ouvert ses portes, tout le monde s'est dit ok, je joue plus. Depuis cette période, les coasters sont beaucoup moins hauts. Aujourd'hui, c'est très très rare d'avoir un coaster qui dépasse les 60 mètres. D'ailleurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, le problème principal, c'est pas forcément la hauteur, c'est la vitesse. Une montagne russe, en gros, ça fonctionne en convertissant l'énergie potentielle en vitesse. Plus tu montes haut, plus tu accumules d'énergie. Et plus tu transformes cette énergie en vitesse. Et forcément, plus tu vas vite, plus tu dois construire de rails pour brûler cette vitesse. Et plus tu allonges le parcours, plus ça te coûte cher, et accessoirement, plus ça tient de place. L'actuel coaster le plus rapide du monde, c'est Formula Rossa, qui monte à près de 240 km/h. Et alors que la moyenne des coasters se situe autour de 2 minutes 30 pour 1 km de parcours, Formula Rossa, avec 2 km de parcours, boucle un tour en à peine 1 minute. Et encore, il pourrait aller plus vite, parce que dès la fin de la propulsion, ils ont mis des freins pour le ralentir. Alors oui, c'est totalement con de propulser un train à une vitesse phénoménale pour le ralentir 3 mètres après, mais c'était surtout pour battre le record à l'époque. Dites-vous bien que si vous voulez conserver la vitesse initiale du lancement, il faudrait rallonger le rail d'1 km ou 2. Et d'ailleurs, ce problème de taille, on le retrouve aussi sur des coasters plus classiques comme Shambhala. Une fois en haut du lift, on se retrouve avec un train très rapide qui avale plus d'1,5 km de parcours en moins d'1 minute. Alors soit on continue d'allonger le parcours, soit on le sacrifie carrément, comme sur King Daka ou Top Thrill. Ces coasters, ils utilisent des launchs hydrauliques surpuissants pour t'envoyer en haut d'une montée presque verticale, avant de redescendre tout aussi vite et d'arriver sur les freins finaux. Avec ça, tu économises beaucoup de rails, beaucoup de place, mais tu exploses ton budget avec le système de lancement. Et ça dure à peine 30 secondes. Alors 30 secondes de plaisir certes, mais 30 secondes qui t'auront coûté très cher. Et au final, sur le long terme, ces launchs hydrauliques ont été de véritables cauchemars opérationnels, sans tomber littéralement tout le temps en panne. Aujourd'hui, les coasters très rapides, très hauts ou très longs ont très peu d'intérêt économique.
Surtout que des coasters bien plus petits peuvent procurer exactement, si ce n'est plus, de sensations. Les constructeurs de montagnes russes comme RMC Intamin ou Vekoma savent créer des forces équivalentes avec des coasters 2 à 3 fois plus petits. Il leur suffit simplement de modeler les éléments différemment. Un coaster plus gros sera forcément plus impressionnant, mais pas forcément plus intense. Par exemple, on peut avoir ce train lancé à 200 km/h et celui-ci à 100 km/h, et procurer à nos visiteurs le même airtime. Le airtime, c'est ce moment où ton cul décolle du siège. Et pour ça, il suffit simplement d'adapter la forme de la bosse. Pour notre train lancé à 200, elle ressemblera à ça, et pour celui lancé à 100, à ça. Et c'est tout. On n'a pas besoin de monter plus haut, d'avoir plus de vitesse pour faire plus intense. Alors avec ce constat, pourquoi un parc dépenserait 3 à 4 fois plus pour avoir exactement les mêmes sensations pour ses visiteurs? Alors oui, la seule raison, c'est le marketing. Un coaster comme Taron à Phantasialand est bien meilleur qu'un coaster comme Silver Star au Europa Park, mais visuellement Silver Star est beaucoup plus impressionnant, parce que le grand public juge un coaster à sa silhouette. Falcon Fly, lui, ne sera probablement pas le meilleur coaster de tous les temps, mais en tout cas il tiendra tous ses records pendant longtemps. Très longtemps. À moins qu'un pays tout aussi riche n'en décide autrement.